laquelle nous ne construisons pas les objets mathématiques, mais nous les découvrons. Et c'est un petit peu justifié quand même qu'on appelle cette attitude platonisme, parce que Platon, il dit à un autre en 3, dans un dialogue Eutydème, qui dit « Les géomètres, les astronomes et les calculateurs ne produisent pas des figures, mais découvrent celles qui existent. » Il y a un ciel où les entités mathématiques sont données et nous n'avons qu'à les découvrir. Mais donc, il faut faire attention et pas confondre une analyse philosophique de Platon avec ce que les mathématiciens, parce qu'en fait c'est un mathématicien qui a défini, c'était Paul Pernaes, Suisse, qui a dit « j'appelle platonisme cette doctrine ». Quand vous dites qu'il y a un ciel d'idées qui existe, c'est-à-dire que les mathématiciens ils ont trouvé un endroit où existeraient des triangles et des nombres qui vivraient entre eux, comme ça? C'est-à-dire, c'est quoi que vous appelez le ciel des idées? Oui. Mais comment se fait-il que 2 plus 2 est partout 4? Pourquoi tu dis donc pas 2 plus 2 égale 5? Et évidemment, pour justifier ce fait que 2 plus 2 égale 4 partout, dans tout le monde, et depuis tout le temps, alors on dit, mais il doit exister une sphère idéale où on trouve ça et on découvre seulement. Il faut dire qu'il y a donc aujourd'hui encore des mathématiciens qui défendent un platonisme. Tu défends donc la position selon laquelle les mathématiques se découvrent, c'est-à-dire que l'on découvre une réalité qui est extérieure à notre esprit, qui est extérieure à la matière, au même titre que certains sculpteurs peuvent dire que dans le bloc de béton, ils ne font que dégager l'inutile pour dégager la statue qui était déjà là, alors que moi je serais plutôt partisan du fait que dans le bloc de béton ou dans le bloc de marbre, c'est petit à petit que va se construire la statue. Dans mon activité, j'ai vraiment l'impression, moi au contraire, mais elle est vraiment très forte, effectivement, à titre personnel déjà plutôt réellement de découvrir et pas du tout d'inventer quoi que ce soit. Et j'ai l'impression que surtout, enfin ça, on peut le voir même dans le développement historique, quoi. On peut pratiquement expliquer vraiment par un développement interne le développement de toutes les mathématiques à partir de la notion de nombre. Je pense que c'est de nombre entier. Il me semble qu'une fois qu'on se donne les entiers par des processus de développement interne, on peut ensuite construire tout le reste de la mathématique, et ça de manière absolument inéluctable. On n'a plus jamais aucun choix. Je pense à la notion de groupe, par exemple, elle s'est forgée de manière absolument inéluctable à partir de la notion d'entier. Quand on part des entiers naturels, simplement, on construit ensuite les entiers relatifs. Ensuite, par une deuxième opération algébrique, on construit les rationnels. Et puis ensuite, on a une opération qui, elle, fait appel à la notion de limite. C'est une opération de complétion qui est tout à fait différente. C'est les nombres réels. Ensuite, on passe aux nombres complexes. Et dans ce développement, dans cette extension, on a voulu résoudre des équations, disons des équations de degré 2, de degré 3. Et la notion de groupe, elle est sortie effectivement de cette étude, mais elle était tout à fait inéluctable. Et on a vu qu'elle était inscrite dans cette succession d'extensions aussi. Une provocation. Si c'est aussi inéluctable que ça, pourquoi est-ce aussi difficile de faire des mathématiques? Ça devrait être beaucoup plus... il devrait y avoir on devrait avoir une vision beaucoup plus naturelle, et donc ça devrait... Bien que ce soit naturel, effectivement, oui. C'est difficile. Et les structures qu'on cherche à mettre au jour, souvent, elles sont cachées.
Je pense justement, on a mis très longtemps avant de découvrir quel était le mécanisme caché, par exemple, qui permettait la résolution. Je reprends l'exemple le plus simple. Pour les équations du second degré, on l'a trouvé tout de suite, parce que le groupe sous-jacent, c'est un groupe très simple, c'est le groupe à 2 éléments. Pour la résolution déjà des équations du 3e degré, ça a été une véritable prouesse qui a été effectivement réalisée à la Renaissance, cette résolution, parce que déjà le groupe sous-jacent, c'est le groupe S3, c'est le groupe des permutations d'un objet à 3 éléments. Pour les groupes à 4 éléments, pour la résolution des équations de degré 4, ça a suivi presque immédiatement, parce que c'est encore le groupe symétrique à 4 éléments, c'est un petit peu la même idée, c'est provenu naturellement. Et ici, là, ensuite, il y a une rupture très, très brute, puisque malgré tous les efforts, on n'a jamais réussi à résoudre effectivement par radicaux les équations de degré 5 ou plus, a fortiori, et tout simplement, là, c'est parce que le groupe sous-jacent est bien plus compliqué. Et la classification, maintenant, on le sait, essentiellement la classification des groupes simples finis, et puisque c'est eux qui vont apparaître, c'est quelque chose d'extraordinairement compliqué. C'est quelque chose qui a été réalisé ces dernières années, c'est une véritable prouesse. Effectivement, ces structures sont naturelles, mais sont très compliquées. Et moi, je crois effectivement à l'existence d'un monde de structures mathématiques, finalement, et nous, on cherche à les découvrir et à les révéler. Et ensuite, à avoir une formulation qui soit aussi, disons, économique que possible pour essayer de formuler toutes ces relations. Quelle est la question maintenant, si on dit on veut étudier la relation entre mathématiques et le monde, quelle est la question maintenant du